Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Que nous accueillons aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard Bonidan, qui est l'un de nos plus anciens conférenciers chez Intermed, qui est historien de l'art et spécialiste, entre autres, des pays germanophones. Bonjour Gérard, ça va? Bonjour à tout l'auditoire, que j'espère nombreux. Tout le monde est en train de se connecter là. Pour l'instant, on va les laisser se connecter. Est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà, je vais poser une petite question, connaissent déjà Gérard Bonidan, ont voyagé avec Gérard sur différents voyages? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Donc cette conférence va durer à peu près 1h30 parce que Gérard Bonidan a préparé c'est un beau sujet, c'est les sécessions dans les pays germanophones, justement, Vienne, Berlin, Munich, et c'est un beau sujet. Cher au cœur de Gérard Bonidan, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc, il va nous parler de cette exposition Vienne, Berlin, Munich à l'heure des sécessions, organisée à Vienne. Et nous organisons nous-mêmes 2 voyages à Vienne à l'occasion de cette exposition. Donc le premier voyage, ce sera un voyage qui aura lieu en juin, du 4 au 6 juin, 3 jours, 2 nuits, avec Claire Gribilla. Et donc il y aura cette fameuse exposition, sécession à Vienne, à Berlin et Munich, couplée avec une autre exposition, Holbein, Birkmer, Dürer, la Renaissance nordique. Donc vous aurez le plaisir de visiter Vienne et également donc ces 2 expositions avec Claire Gribilla. Mais Gérard, vous accompagnerez le départ de l'automne, puisque nous avons un deuxième départ à Vienne, début octobre, avec toujours cette même exposition consacrée à la sécession à Vienne, Berlin et Munich, une très belle exposition dont vous allez nous parler, mais également une exposition dédiée à Rembrandt, si je me souviens bien, Gérard. Et l'un de ses élèves. Oui. Et l'un de ses élèves, d'accord. Donc, il vous accompagnerait ce départ, donc début octobre. Donc, c'est un voyage chaque fois de 3 jours, 2 nuits à partir de 1 495 € par personne. Voilà Gérard, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous parler de cette superbe exposition et plus largement des sécessions, des mouvements des sécessions. Je vous laisse la parole. Voilà. Eh bien, écoutez, à mon tour de saluer toute la compagnie qui a bien voulu se joindre à nous. Donc, comme on vous l'a dit, l'objectif, c'est de pouvoir vous parler aujourd'hui des sécessions. Alors, évidemment, comme on vous l'a dit, ça va concerner des villes comme Munich, mais également comme Vienne, et c'est peut-être l'aspect de la sécession qui est le plus connu, c'est celui de Vienne. Et puis, évidemment, nous allons parler de Berlin. Mais quelques mots en préambule à cette exposition. Vous savez, je pense que dans le domaine des expositions, il y a des expositions faciles et il y a ce que j'appellerais, moi, les expositions sérieuses. Ce que vous allez avoir ici à Vienne, c'est une sérieuse dans le sens où on n'est pas là pour remplir les caisses de l'organisation, de l'organisateur, ni même pour flatter le spectateur, le visiteur. On est là pour faire découvrir les sécessions que l'on connaissait surtout jusqu'à présent d'un point de vue individuel, Munich dans son coin, Berlin dans l'autre, et puis au milieu, si vous voulez, Vienne. Le but de cette exposition, c'est de montrer toutes les connexions qu'il y a eu, les différences également, mais voir que ces sécessions, elles ont quand même eu quelque chose en commun, des valeurs communes que je vais évidemment vous présenter. Donc, sans vouloir rentrer dans les détails de tous les commissaires, parce qu'on a 3 commissaires qui sont tout à fait extraordinaires, mais vous comprenez bien qu'entre Berlin et Vienne, il n'y a pas de frontières linguistiques, donc ça a facilité les recherches. Et cette exposition, c'est éminemment le fruit, si vous voulez, d'un travail très important dans les archives, entre autres de Vienne ou de Berlin. Donc, vous avez vu le titre de cette présentation, Sécessionen, pour nos amis germanophones, germanophiles. Vous avez vu que sécession, normalement, ça s'écrit avec un Z. Et ici, on l'a écrit avec un C. Et chaque fois, que ce soit à Munich, à Vienne ou à Berlin, on l'écrira avec un C. Alors évidemment, il n'y a pas encore eu cette terrible guerre de la Première Guerre mondiale, mais on est très francophile et ça nous montre bien, au-delà de cette francophilie, qu'il y avait un rayonnement artistique
qui venaient de la France. Donc j'insiste déjà sur l'orthographe qui est tout à fait particulière, qui n'est pas du tout, je dirais, germanique. Donc cette exposition, elle a déjà eu lieu à Berlin. Elle est le fruit d'une coopération entre le musée de Vienne et la vieille National Gallery de Berlin. C'est ce musée qui est sur l'île au musée que vous connaissez peut-être à Berlin. Je dois vous dire que ça a été un très grand succès. 1000 personnes le premier jour à Berlin et vous avez eu au total à Berlin 150 000 visiteurs. Donc ce sera une exposition qui a eu déjà un très grand retentissement. Regardez aussi les dates, parce que la période qui va nous intéresser, ce ne seront pas toute la durée de chacune de ces sécessions, il nous faudrait des jours, mais la période qui va être considérée ici, c'est la période comprise entre 1892 et 1913. Les sécessions, par exemple la munichoise, va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée de ce régime honni des nazis. Évidemment, l'art va être sclérosé et va être finalement annihilé, puisque ces sécessions vont passer pour les nazis comme des refuges pour des juifs et pour des communistes. Donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait horrible pour cette époque. Mais j'insiste bien, nous allons nous cantonner, et c'est le but de cette exposition, sur une période assez courte qui est le meilleur de la période. Et puis, lorsque je préparais cette conférence, je suis allé voir, évidemment, comme de nombreuses personnes parmi nous, l'exposition consacrée à Nicolas de Staël. Et Nicolas de Staël, bon, je n'ai pas trouvé les cartels extraordinaires dans cette exposition, mais il y avait en tout début, souvenez-vous, dans la première salle, une phrase de Nicolas de Staël qui m'a beaucoup fait rire, je l'ai noté. Voilà, Nicolas de Staël a souligné, et là je cite, son inévitable besoin de tout casser quand la machine semble tourner trop rond. Eh bien, imaginez-vous que c'est un petit peu quelque chose qui va se passer dans ces sécessions viennoises. J'attire votre attention sur cette première photo. Vous voyez, nous avons à droite et à gauche, donc à gauche, une image qui nous vient de Munich. C'est comme une marque de fabrique. Je reviendrai sur cette notion de marque. À gauche, il s'agira évidemment d'Athéna, avec le grand artiste munichois, dont nous allons évidemment découvrir le rôle, puisque lui, Franz von Stuck, pour ne pas le citer, a été très important. Il a choisi Athéna. Et puis à droite, à l'autre extrémité, vous avez encore Athéna. Et là, nous avons Klimt qui est ici à la manœuvre. Donc nous avons deux fois Athéna. Et Athéna, vous n'êtes pas sans savoir, c'est la déesse du savoir. C'est la sainte patronne, si j'ose dire, des maîtres d'école. Mais c'est aussi une guerrière. Vous la voyez avec son casque, avec son cimier à gauche. Vous la voyez avec son casque, sa lance à droite. Et donc, elle est là pour défendre. C'est-à-dire que ces gens qui lancent ces sécessions, ils savent qu'ils sont là pour lutter. Lutter contre quoi ? Lutter, vous l'imaginez bien, contre le fameux académisme, le train-train qu'allait dénoncer évidemment Nicolas de Staël quelques décennies plus tard. Et au milieu, vous avez une autre affiche qui va peut-être vous étonner. Donc au milieu, je l'ai mise au milieu, mais elle n'est pas chronologique. Les dates que vous avez au-dessus vous permettront de comprendre la chronologie, mais je l'ai mise au milieu d'un point de vue esthétique. Qu'est-ce que nous avons ici ? Alors ça peut vous perturber. Nous sommes à Berlin, évidemment, la Berliner Sécession. Vous avez un ours, évidemment, parce que la tradition, on croit que le nom de Berlin vient du mot ours, Ber, ce qui est totalement faux. Le mot de Berlin vient d'un mot slave, Berl, qui veut dire la zone marécageuse, mais on a pris l'habitude dès cette époque de représenter un ours. Et que voyons-nous ? Nous avons une femme qui, cette fois-ci, n'est ni casquée ni armée, qui est plutôt avec une taille de guêpe séduisante, avec sa petite palette et ses pinceaux. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train d'amadouer l'ours de Berlin, qui évidemment est le symbole ici des forces rétrogrades, des forces qui ne voulaient pas avancer. Et vous voyez que notre ours, on a l'impression qu'il est en train de freiner des quatre pattes. Donc voilà ce que je pouvais déjà dire sur ces affiches. Ce sont des affiches
d'affiches qui annoncent des expositions. Bien rapidement, j'aimerais revenir sur le mot de sécession. Le mot de sécession, il vient d'un mot latin, sécessio, du verbe sécédere, qui veut dire s'en aller à part, s'écarter. Et ça, c'est un très vieil épisode historique. Vous savez que dans l'histoire romaine, la première sécession de la plèbe, c'est-à-dire que le peuple se séparait des élites parce qu'elle s'estimait incomprise et menacée. La première sécession, c'est 494 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est un mot qui est très ancien, et ce mot, évidemment, il n'a pas été inventé, mais il a été repris. Et ici, je voulais vous présenter, vous voyez, ce personnage qu'on appelle Georg Hirt. Alors ce personnage, Georg Hirt, il est très important pour nous parce que c'est lui qui reprend le mot sécession. C'est lui qui va être à la manœuvre à Munich. C'est lui qui va, par les organes de presse qu'il dirigeait, soutenir évidemment ce mouvement des sécessions. Vous remarquez pour chacune des diapositives qu'il y a énormément de texte. Le but, c'est évidemment que vous ne le lisiez pas, mais si l'on se retrouve, eh bien, après les visites, moi j'aime bien à l'hôtel, eh bien, revenir sur certains aspects et approfondir ou corriger certains de mes propos qui auraient été peu clairs ou qui auraient été mal compris. C'est pour ça que vous avez ce texte à côté. Donc ce Georg Hirt, il est très très important parce qu'il reprend le mot sécession. Il est aussi à l'origine d'une revue, parce que vous allez voir que ce qui est important dans ces mouvements des sécessions, c'est qu'il y aura des revues qui vont soutenir ces sécessions, qui vont être un instrument très très important pour faire comprendre leur message. Donc Georg Hirt à Vienne, à Munich, excusez-moi, il est à l'origine de cette revue qui s'appelle Jugend. Alors une revue bien particulière, une revue dont la couverture, c'était un hebdomadaire. Imaginez-vous que la couverture changeait chaque semaine, c'est-à-dire que chaque artiste devait produire une couverture, et à l'intérieur vous aviez une alternance de pages colorées et de pages en noir et blanc. Donc il est à l'origine de cette revue, lui qui n'était pas munichois, qui était tout simplement de la Saxe. Eh bien, il a été admis à Munich et il a créé cette revue Jugend. Et cette revue Jugend, vous imaginez bien qu'elle va donner ce qu'on appelle le Jugendstil, ce que nous allons traduire par le mot art nouveau. Donc, je vous ai mis cette couverture. Et puis, maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur ce personnage. Lorsqu'il vient en soutien à ces artistes, on peut dire on va peut-être ne pas aller trop vite, lorsqu'il vient en soutien à ces artistes, c'est un homme âgé d'une cinquantaine d'années qui est bien installé ici sur la scène munichoise, même s'il était de Thuringe, il est bien admis, et il décide qu'il faut libérer les énergies artistique. Et c'est comme ça qu'il va soutenir la création de cette sécession munichoise en 1892. Alors, j'aimerais évidemment présenter Munich, parce que Munich, pour nous, c'est la capitale de la Bavière, il est vrai, mais Munich avait une place tout à fait particulière dont les nazis sauront se souvenir, mais ça, c'est un autre dossier. Mais à cette époque-là, Munich était la capitale allemande de l'art. N'oublions pas que Paul Klee et puis Vassili Kandinsky y était venu. Paul Klee, il était venu de sa Suisse en octobre 1900, Vassili Kandinsky de Moscou, pour venir précisément assister aux cours qui étaient dispensés par un dénommé Franz von Stuck, dont vous avez entendu le nom et dont vous allez beaucoup entendre parler. Alors, la situation à Munich était tout à fait extraordinaire à l'époque. Louis II était mort ou assassiné, comme vous voulez. Louis II avait disparu en tout état de cause et nous avions le prince régent Luitpold, qui a succédé à Louis II et qui était un être tout à fait favorable, je dirais, à l'ouverture. C'est lui qui, par exemple, va ouvrir en 1903 les études féminines en Bavière. Donc les femmes vont pouvoir s'investir et montrer tout leur talent, leur savoir-faire et leur intelligence dans les études. C'est lui qui va favoriser le développement d'un quartier de Schwabing qui va être le quartier latin de Munich, entièrement détruit
pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est lui qui préfigure, si vous voulez, cette vie qui préside indirectement à cette vie intellectuelle était extrêmement riche. Encore faut-il préciser qu'il a accueilli un personnage qui s'appelle Hugo von Tschudi. Hugo von Tschudi, c'était un personnage qui était précisément à Berlin, qui avait été employé par l'empereur Guillaume II, sur lequel je reviendrai, et ce Hugo von Tschudi, il avait décidé de faire venir, d'acquérir pour Berlin, imaginez-vous, un tableau de Gauguin qui s'appelait La naissance du Christ. Et vous imaginez que Guillaume II, nous allons en reparler, n'avait pas des conceptions sur l'art beaucoup plus très, très élaborées. Il était comment dirais-je, réfractaire à toute la modernité. Donc, il a renvoyé Hugo von Tschudi. Et ce Hugo von Tschudi, il est venu à Munich, il a été accueilli par le prince régent. Et c'est comme ça que dans la nouvelle Pinakothek, que vous connaissez peut-être à Munich, il en a été nommé curateur, conservateur. Et imaginez-vous qu'il a fait venir 44 peintures des collections françaises, principalement des sculptures et des dessins. Donc, vous voyez, en quelques mots, retracer ce portrait si vous voulez, de Munich. Pour continuer ce panorama, si vous voulez, culturel et politique, on peut aller à Vienne. Hein. Alors, à Vienne, nous avons une ville qui est plus conservatrice, qui est d'un catholicisme un peu plus strict que nos amis bavarois. Et nous sommes dans une double monarchie austro-hongroise qui est en train de courir à sa perte. Hein. Gustav Klimt va mourir en 1918 et vous savez donc que ce sera aussi la fin de la Première Guerre mondiale et que l'on va voir cette double monarchie passer de 50 millions d'habitants à 7 millions d'habitants. Donc à Vienne, nous sommes à une fin d'un cycle, mais évidemment, nous avons ce très beau mouvement de la sécession viennoise. Alors, l'empereur, là-bas, vous le connaissez, c'est François-Joseph, l'époux de cette chère Élisabeth. Alors, lui, il est à la hauteur des souverains de la maison des Habsbourg, c'est-à-dire que rien n'est plus important que la politique menée, conduite par sa dynastie. Les arts, bon, je ne pense pas qu'il ait beaucoup compris les choses. On s'en rend compte lorsque l'on va à Badischl voir sa maison, la Kaiservilla, où on ne trouve rien d'extraordinaire en matière d'art. Mais c'était quelqu'un qui aimait à venir inaugurer les expositions, qui s'est montré par exemple tout à fait favorable au début à Klimt. Par la suite, les rapports vont se gâter. On va y revenir. Et puis donc après avoir exposé Munich, Vienne, voyons Berlin. Alors là, Berlin, évidemment, je vous ai déjà parlé de ce contentieux qu'il a eu avec ce personnage, ce conservateur, hein, Hugo von Tschudi. Il l'a renvoyé parce qu'il avait osé présenter ce tableau de Gauguin. Alors, le Kaiser, Guillaume II, comme on l'appelle, il avait des idées sur l'art. Hein. Il a écrit un ouvrage, un discours qui s'appelle Die wahre Kunst. Alors, Die wahre Kunst, en allemand, ça veut dire est-ce que vous me voyez? J'ai perdu l'image. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Allô, allô? Ah. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vois plus rien actuellement. Alors, il va falloir essayer de retrouver le lien.
pour cet incident, désolé pour cet incident technique. Hein. Donc je vous disais que notre Guillaume, il avait des idées sur l'art et pour lui l'art était très important. C'était un moyen édifiant et éducatif. Hein. Mais il avait des conceptions tout à fait rétrogrades. Voilà ce que je peux tirer de ce discours. Un art qui passe outre les lois et les limites que j'ai indiquées n'est plus un art. C'est un travail d'usine, un commerce. Et l'art ne doit jamais devenir cela. Avec le mot liberté dont on a beaucoup abusé, on tombe souvent dans l'absence de limites, l'absence de frontières, l'orgueil de soi-même. Donc vous voyez, il a des conceptions bien particulières, évidemment, lui, sur l'art. Il entend définir ce qu'est le véritable art. Et ça, évidemment, ça va poser problème. Donc vous voyez qu'à Berlin, c'est la troisième des sécessions, c'est aussi la dernière parce que on se rend compte que, évidemment, le Kaiser Guillaume II est plutôt rétrograde, conservateur, et c'est un faible mot. Donc la première sécession, c'est Munich 1892, la deuxième, pour celles et ceux qui aiment les dates, c'est Vienne 1897, et enfin Berlin 1899. Hein. Bien entendu, nous avons eu des mouvements qui ont préparé ce qu'on appelle les mouvements proto-sécessionnistes, des mouvements qui ont préparé les sécessions. Alors, bon, sans vouloir rentrer dans le détail, mais si nous avons des amis de Belgique, nous avons le groupe des 20 à Bruxelles qui ont préfiguré ces sécessions, qui voulaient ne plus avoir de juges, qui voulaient avoir leur propre salle. Alors, le groupe des 20, c'est Ensor, c'est Van Rieselberghe, ce divisionniste. On avait évidemment à Paris, souvenez-vous, la Société des artistes indépendants qui s'est formée à Paris en 1884, qui rejetait le salon officiel et qui rejetait même le salon des refusés. Et puis à Berlin, nous avions l'association des 11. Hein. Donc, sans vouloir rentrer dans les détails, vous comprenez bien que ces sécessions, elles ne sont pas sorties comme ça du jour au lendemain. Il y avait une certaine exaspération avec une dimension artistique, mais comme nous le verrons aussi, une dimension économique. Hein. Alors, les points communs entre ces trois sécessions, hein, les points communs, si vous voulez, parce qu'on va avoir des différences, mais les trois points communs, les deux points communs essentiels, c'est la liberté de l'art. Hein, la liberté de l'art. Les artistes doivent être libres. Quoi de plus horrible pour notre Kaiser Guillaume II. Et le deuxième point qui est très important, c'est le souci de la qualité. Faire de l'art, oui, mais évidemment, avoir une qualité qui est grande. Hein. Et ça, que ce soit à Munich, à Berlin ou à Vienne, c'est une constante. Hein. Alors, évidemment, je vais avancer un petit peu. Je vous ai amené ici la photo du pavillon de la sécession à Vienne. Et vous savez, je vous montrerai d'ailleurs l'inscription. Vous voyez qu'il y a cette inscription qui résume mes propos, puisque cette inscription, elle dit « À chaque époque son art, à chaque art sa liberté ». Donc à Vienne, avec Klimt, les choses sont dites directement et sont même affichées sur le bâtiment qui allait accueillir les différentes expositions, si vous voulez, de la sécession viennoise. Hein. Alors ces sécessions, évidemment, on en a fait, les historiens de l'art ont considéré ces sécessions comme des défenseurs de la modernité. Alors c'est vrai dans une certaine mesure. Comme on fait de Manet le chef de file des impressionnistes, alors qu'il n'a pas été toujours impressionniste, il était plutôt influencé par la peinture espagnole. Eh bien, ces chefs dans les mouvements de la sécession sont en fait des gens qui se sont retrouvés comme des protecteurs de la jeunesse, des nouveaux artistes, mais en fait, leur but n'était pas forcément, évidemment, de faire quelque chose de moderne. Je vous ai dit, laisser la liberté à chacun, pouvoir suivre ses goûts, mais également faire de la qualité. Hein. Alors, à Vienne, on avait de très grandes ambitions. Vous imaginez qu'à Vienne, on imaginait pouvoir organiser un jour des expositions de la sécession viennoise jusqu'en Hongrie, ou alors dans ce qui est maintenant la Serbie, ou ce qui est maintenant la Croatie. Donc, on avait de très, très grandes ambitions. En ce qui concerne les membres de ces sécessions,
sécession, on avait les membres ordinaires, que ce soit à Munich, à Vienne ou à Berlin, les membres ordinaires, donc les peintres. On avait les membres correspondants. Alors les membres correspondants, par exemple, vous étiez artiste à Berlin, mais vous pouviez être membre correspondant de la sécession munichoise. Donc vous étiez les oreilles et les yeux de Munich dans tout ce qui se passait à Vienne en matière d'art. Et c'est par ces membres correspondants qu'il va y avoir des relations très étroites entre ces trois sécessions. Hein. Donc membres correspondants, membres ordinaires et les membres d'honneur. Vous comprenez bien que les membres d'honneur, ce sont de généreux donateurs la plupart du temps. Dans les trois sécessions, puisqu'on va s'inspirer des statuts de la première sécession, celle de Munich, dans ces trois sécessions, il était évident qu'il fallait évidemment présenter au moins un tableau dans un délai de 3 ans. Si vous restiez 3 ans sans être exposé, sans présenter une œuvre, eh bien, vous étiez remercié. Hein. Alors, la question de ces sécessions d'un point de vue financier, parce que ça aussi, on le verra, comment ça fonctionnait, c'est quand même intéressant. D'où vient l'argent? Eh bien, à Munich, on devait payer 20 marks par an. À Vienne, il y avait les revenus réguliers et les irréguliers. Les réguliers, eh bien, c'était les gens qui allaient visiter les fameuses expositions de la sécession. Les revenus irréguliers, c'était lorsqu'un artiste vendait une toile, il donnait 10% évidemment du prix à la sécession viennoise. C'est comme ça qu'on a pu construire ce magnifique pavillon que vous avez vu. Hein. Et puis à Vienne aussi, on avait un fonds de réserve. Alors le fonds de réserve, ça nous explique aussi la volonté de ces sécessionnistes viennois qui servaient ce fonds de réserve à acheter des œuvres et à les confier, à les donner à des institutions, à des galeries publiques viennoises. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui est purement égoïste, ça visait également à travers ces dons à faire connaître l'art moderne, enfin l'art de son époque, comme dit cette inscription sur le bâtiment, inscription que vous avez toujours sous les yeux. Donc le but c'était, si vous voulez, de faire connaître ce qui se passait. Les trois institutions, elles sont gérées par un comité. Hein. Alors le comité à Munich, le comité de travail à Vienne et le comité directeur à Berlin, 7 personnes qui sont à la tête, si vous voulez, de ces sécessions. Rien d'extraordinaire en ce qui concerne la gestion. Maintenant, évidemment, j'appelle ici un tableau. Vous voyez, alors la plupart des œuvres que j'ai choisies, ce seront des œuvres qui seront présentes à cette exposition. Vous avez ici un autoportrait de cette femme peintre, Émilie von Alayana. Cette femme, j'aurais pu prendre un autre tableau, mais pourquoi ai-je choisi Émilie von Alayana? Eh bien, tout simplement parce que la femme, à travers les sécessions, la femme artiste va trouver une nouvelle place. Alors, pas de manière identique partout. Hein. Par exemple, à Munich, vous savez, à Munich, on dit qu'il y a les 3 cas, Kirche, Kinder, Küche, l'église, les enfants et la cuisine, le domaine réservé aux femmes. Hein. Alors, à Munich, ce n'est pas le cas. À Vienne, donc à Munich, vont exposer des femmes, mais il n'y aura aucune femme qui sera membre de la sécession. À Vienne, c'est à peu près la même chose. Les femmes ne pouvaient pas devenir membres ni ordinaires, ni membres correspondants. En revanche, à Berlin, c'est extraordinaire parce que à Berlin, nous allons avoir très tôt les femmes qui vont être admises. C'est-à-dire que Berlin va, sous cet aspect-là, se montrer extrêmement progressiste. Alors, je vous apporte quelques tableaux de l'exposition. Vous voyez, alors ici à droite, vous voyez la sculpture qui est tout à fait extraordinaire. C'est une sculpture qui a beaucoup plu à François-Joseph. Hein. Ça, on comprend pas. Par moments, il avait des fulgurances, notre François-Joseph. Ici, vous avez la représentation d'une sorcière qui est en train, vous voyez, qu'un sécateur, il faut au moins ça, eh bien, une sorcière qui est en train de se couper les ongles de pied, prête à s'envoler sur son balai. C'est une sculpture qui a enchanté, dit-on, François-Joseph. Hein. Donc, je vous ai mis maintenant, comme ça, toute une série de peintres
peintres femmes qui vont soit exposer à Berlin, mais qui vont être à Berlin, qui vont exposer par exemple, excusez-moi, à Munich, mais qui vont être membres de la sécession à Berlin. Donc Berlin, de ce côté-là, en ce qui concerne les femmes, est beaucoup plus progressiste. Hein. Alors j'avais parlé évidemment des revues. Hein. Les revues vont être très importantes. Pourquoi ? Parce que il nous faut un organe de communication pour expliquer ce que l'on entend faire. Hein. Donc nous avons déjà à Munich, eh bien la revue que nous avons aperçue, la revue Jugend, hein, qui va être très importante, qui va donc être éditée pendant des années jusqu'à la période nazie. Hein. Donc nous avons cette revue qui s'appelle Jugend, mais nous avons à Berlin aussi une autre revue qui s'appelle Simplicissimus. Hein, et regardez ces affiches, hein, tout ça, ça nous renvoie à un grand affichiste, Thomas Theodor Heine. On en reparlera, je vous montrerai ses œuvres peintes. Il n'a pas fait que faire des affiches, il a peint, mais nombreuses sont ces œuvres qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors ici, vous voyez cette affiche hein, qui est très forte. Le chien est lâché, il a des crocs qui sont menaçants. On dirait presque que notre Athéna de Stuck et de Gustav Klimt est tout en douceur à côté. Hein. Donc ça, ce sont des prototypes, aussi bien la revue Jugend de Munich que la revue Simplicissimus, qui vont, si vous voulez, servir de modèle à ce qui va se passer, surtout à Vienne, avec la revue Ver Sacrum. Hein. Donc, je vous rappelle que Jugend va être imprimé jusqu'à l'année 1940. Hein. Donc, c'était quelque chose de très important. Donc, on a vu déjà des différences en ce qui concerne les membres. On peut voir aussi des différences avec, je dirais, l'objectif. Hein. On est bien d'accord sur le fait qu'il fallait la qualité et la liberté. Mais une fois que vous avez dit ça, il y a d'autres nuances qui vont être très importantes. Et là, j'ai appelé, vous voyez, une carte postale que les gens de la sécession s'envoyaient dans des conditions bien particulières pour préparer une exposition, etc. Mais voyez, ce qui m'intéresse ici, ce sont ces 3 médaillons. On va d'ailleurs en voir une autre. Vous voyez, à gauche, là, vous avez de nouveau dans le soleil 3 médaillons. Alors, ces 3 médaillons, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ça veut dire qu'à Vienne, on va insister tout particulièrement sur le fait que l'on doit avoir ce qu'on appelle une œuvre d'art totale. Et ça, c'est la spécificité viennoise, la Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale, comme le voulait déjà Wagner dans la musique, hein, la synthèse entre le décor, la musique et le chant. Eh bien, ici, à Vienne, on est très influencé par cela, parce que l'un des blasons signifie la peinture, l'autre la sculpture, et le troisième l'architecture. C'est-à-dire que dans les expositions, eh bien, nous allons avoir évidemment non pas des constructions, mais au moins des projets et des maquettes, comme vous l'allez voir d'ici quelques minutes, qui vont être présentés. Donc ici, cette petite carte postale pour vous montrer que François-Joseph est venu. Alors, à la sécession viennoise, on est prudent. On a mis un président d'honneur, vous voyez, qui est Rudolf von Alt, un aquarelliste âgé, vous voyez, et qui fait l'interface, si vous voulez, entre notre François-Joseph, qui, je vous l'ai dit, n'était pas très sensible à l'art, et puis derrière tout le club des sécessionnistes viennois dont nous allons évidemment reparler. Hein. Donc à Vienne, par exemple, on va trouver ce personnage qui est très 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 important. Évidemment, ça va être Colo Moser, hein. Coloman Moser, qui était peintre, mais qui va aussi réaliser des meubles, le mobilier, les arts décoratifs qui sont dans certains cas considérés comme secondaires, sont à Vienne tout aussi importants que la peinture, que la sculpture et que même l'architecture. J'insiste bien, c'est ça la spécificité de Vienne. Alors ici, cette photo, elle s'impose
Pourquoi? Parce que vous avez, si j'ose dire, la fine équipe. Vous avez la fine équipe avec, vous avez reconnu à droite, allongé, le président de cette sécession viennoise. Vous avez Klimt et vous avez, avec son air espiègle, à côté, qui nous regarde d'ailleurs, Koloman Moser. Donc, ce sont véritablement des gens qui ont été avec Olbrich. Alors, Olbrich, il est au premier plan. Vous voyez, c'est lui qui va construire le pavillon de la sécession. Donc ça, ce sont trois personnes qui sont très importantes. Et vous voyez, Kolo Moser, qui était peintre, il était aussi styliste. On dirait maintenant qu'il faisait du design. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien qu'il fait des modèles. Ce que vous avez ici, c'est pas un morceau de tissu, c'est simplement un modèle. Vous voyez, il y avait des portfolios d'Iflare, la surface. De quoi s'agissait-il? Vous alliez acheter à la sécession tous ces dessins et vous pouviez après vous en inspirer pour imprimer des tissus. Donc il y a la volonté, si vous voulez, mais ça c'est une influence de Nietzsche, de faire en sorte que l'art puisse embellir la société, donner la beauté dans cette société qui est qui était en pleine mutation avec l'industrie. Voilà, Kolo Moser, Goldfischer, le poisson rouge. Encore une fois, vous avez ici des modèles que l'on pouvait reprendre. Alors évidemment, il y aura plusieurs expositions de la sécession. Je ne vais pas tous les évoquer, mais vous voyez, pour insister sur la spécificité viennoise, eh bien nous avons ici les arts décoratifs autrichiens qui vont être présentés lors de la 8e exposition. Donc la 8e exposition consacrée aux arts décoratifs autrichiens et internationaux. Ces trois sécessions, elles ne sont pas centrées sur elles-mêmes, elles sont là pour ouvrir la connaissance des visiteurs à ces expositions, élargir leur esprit et leur faire découvrir ce qui pouvait se passer à l'autre monde. Et quand je dis à l'autre bout du monde, vous pensez bien évidemment au monde du Japon, au japonisme. Alors ici, vous voyez, je n'insiste pas, mais vous avez du mobilier qui va être présenté dans des expositions. Alors on va avoir, et là je reviens un petit peu en arrière, on va avoir une brouille. Vous savez que la sécession, ce sont des gens qui décident de quitter, comme je vous l'ai dit, un mouvement entre guillemets académique pour se libérer. Mais vous comprenez bien qu'ils vont instaurer une dynamique qui va à la suite les travailler en interne. C'est-à-dire que nous allons avoir à Vienne une brouille. Nous allons avoir une brouille. Pourquoi? Parce qu'en 1905, vous avez des gens qui sont derrière Klimt, Gustav Klimt, ceux que l'on appelle les stylistiques, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'il y ait cette union entre peinture, sculpture, art décoratif et architecture. Et de l'autre côté, vous avez les autres qui suivent cet autre artiste, Joseph Engelhardt. Et ce Joseph Engelhardt, il est un peintre merveilleux, on reverra cette toile, mais lui, il considère que les arts décoratifs doivent rester à part. Tout ça lié à des problèmes d'exposition dans une galerie, de la fameuse galerie Mittke. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des questions financières qui sont derrière ce droit d'exposer ou pas les objets de la sécession. Eh bien, tout ça va déboucher sur un vote. Et en 1905, Klimt va quitter la sécession et il va, si vous voulez, créer ce qu'on appelle la Kunstschau, donc c'est-à-dire qu'on peut traduire ça par ce mot par exposition d'art. On va parler du Klimt-Gruppe et il va fédérer à nouveau derrière ces Kunstschau, eh bien de nouveau des artistes. Donc la sécession, vous voyez, on se sépare, mais on est obligé, c'est ce qu'on verra à Berlin également, à l'intérieur de ce qui unit à un certain moment pendant quelques années les artistes, eh bien après chacun va partir dans une autre direction. Parce que l'art est vivant, parce que l'art évolue, à chaque époque son art et à chaque art sa liberté. Donc on reviendra, vous voyez, ce Engelhardt qui était du parti opposé de Klimt, mais c'est évidemment Klimt qui va rester qui va rester assurément l'artiste le plus en vue. Alors je vous ai dit, on avait
des réseaux. Cette exposition, elle a entraîné de la part des commissaires un très grand travail. Ils sont allés fouiller, si vous voulez, dans les archives, et dans les archives, ils se sont rendus compte que ces trois sécessions, Munich, Vienne et Berlin, elles étaient toutes interconnectées. On a retrouvé des lettres, on a retrouvé des lettres qui nous prouvent qu'il y avait des échanges très étroits. Par exemple, Max Liebermann, que vous avez ici, lui, c'est la tête de file, le chef de file de la sécession berlinoise, on va en reparler, mais il était au départ à Munich et il va quitter Munich pour aller à Berlin. Donc, il y avait déjà les adhésions multiples, c'est-à-dire que vous pouviez être membre de la sécession munichoise tout en étant membre de la sécession berlinoise. Donc, vous voyez, toutes ces sécessions, elles ne sont pas chacune dans leur coin. Donc, ici, ça, c'est très important à noter. On a évidemment découvert dans les archives des documents très importants, des télégrammes. Donc, il était important d'échanger très rapidement, de communiquer très rapidement. Nous avons trouvé également des remerciements. Par exemple, Hugo von Habermann, qui était le deuxième président de la sécession de Munich, qui, dans une lettre, remerciait ses collègues viennois de l'avoir accueilli comme membre correspondant. Donc, j'insiste bien, le deuxième président de la sécession de Munich, qui est un correspondant de la sécession viennoise. Donc, pas forcément de rivalité, bien au contraire, toute une collaboration. On va, alors il est dit que c'est afin de représenter dignement l'art viennois, que l'on va, par exemple, demander à Munich, on va demander aux Viennois de venir prêter des œuvres. Donc, il y a des échanges. Il y a des échanges qui sont très importants. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir... alors, attendez, voilà, je voulais montrer cette œuvre. Par exemple, ça, c'est la main de Rodin. Vous vous dites, Rodin, que vient-il faire là ? Eh bien, Rodin, il a été très, très apprécié aussi bien à Vienne qu'à Berlin. C'est-à-dire que ces sécessions, elles sont ouvertes, comme je vous l'ai dit, sur l'étranger. Et donc, la main de Rodin, elle est venue. Alors, on a des échanges parce qu'il s'agissait de faire passer la main, si j'ose dire, de Vienne à Berlin. Alors, elle est à Vienne, comment va-t-elle aller à Berlin ? Qui prend en charge les coûts ? Comment on va la réceptionner, etc. Donc, on trouve ça dans les archives. Qui va prendre en charge les coûts du transport ? Vous voyez, ces archives, elles sont tout à fait extraordinaires. C'est pour ça que cette exposition, elle est évidemment, à mon sens, extrêmement nouvelle. Donc, il y aura aussi, évidemment, par moment des réseaux. Ce réseau donc qui fonctionne bien va par moment être secoué. Pourquoi ? Parce que ici, par exemple, vous avez le tableau de Lovis Corinth qui s'appelle Salomé. Lovis Corinth, il appartenait à la sécession munichoise. Et il décide, parce que son tableau, moi j'aime beaucoup ce tableau est mal reçu à Munich, et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de partir pour Berlin. Il fera d'ailleurs la grande partie de sa carrière à Berlin et il adhère à la sécession berlinoise. Donc vous imaginez que par certains moments, il y aura des tensions. Mais dans quelle organisation n'y a-t-il pas des tensions lorsqu'il est question de liberté et de qualité, Alors, je vous l'ai dit, il est question d'internationalisme, c'est-à-dire que on va toujours chercher à s'ouvrir, que ce soit à Munich, à Berlin ou à Vienne, on veut s'ouvrir sur l'étranger, en l'occurrence le monde européen. Alors, il y aura ce qu'on appelle le cas Munch, donc ce peintre norvégien. Le cas Munch, qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir en 1892, vous voyez, c'est l'année même de la création de la sécession munichoise. La sécession berlinoise n'était même pas encore née, mais à Berlin, on a des artistes progressistes qui réceptionnent 55 tableaux d'Edouard Munch et qui vont montrer ces toiles. Et ça va être un véritable scandale. Ça va être un scandale de sorte que quelques jours après son ouverture, cette exposition va être fermée. Alors, ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'il y a précisément une fermentation dans toutes ces villes, qu'il y a à Berlin, eh bien, des gens qui veulent accueillir les tendances nouvelles de l'art et puis d'autres qui sont évidemment
fermé. Hein. Et évidemment, ça va nous permettre d'arriver, si vous voulez, vers la création de la sécession berlinoise. Les gens vont se séparer des organisations, je dirais, traditionnelles. À Berlin, vous savez, c'était l'Académie de Prusse qui organisait les expositions et il y avait l'association des artistes berlinois. Mais cette association des artistes berlinois, elle était tout à fait, je dirais, classique. Et donc, le choc que va représenter ces toiles, l'exposition de ces toiles de Munch vont faire que l'on va déboucher quelques années après sur la création de cette sécession berlinoise. N'oublions pas aussi que Paris était très importante. Les artistes allemands, qu'ils soient de Munich, de Vienne ou on va dire germanique, de Vienne ou de Berlin, étaient souvent allés à Paris. Hein. On participait aux expositions internationales. Celle de Paris en 1900 va être très, très importante. Donc, on est ouvert, évidemment, sur ce qui se fait à Paris. On est ouvert ici à magnifiques portraits, vous voyez, de Anders Zorn. C'est pour ça que cette exposition va vous présenter des œuvres tout à fait normales, anormal, inhabituel tout au moins. Vous voyez, ici, c'est un tableau fait par cet artiste norvégien, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, lui, vous voyez, il a appartenu aux 3 sécessions. Il était membre correspondant des 3 sécessions en même temps. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous, on ignore en France que cette peinture allemande, donc fin 19e, début 20e, elle est très orientée sur le monde scandinave. On faisait venir aussi des tableaux de Cézanne, de Degas, de Manet, de Claude Monet, de Pissarro. Hein, et évidemment, l'impressionnisme, comme on va le voir dans les œuvres que je vais vous présenter, va être très, très important. Hein. Alors, évidemment, il y avait des artistes scandinaves qui étaient très, très apprécié à l'époque. Il y a Axel Gallon-Kallela. On commence à en parler maintenant à Paris à travers quelques expositions de ces dernières années. Bon, les Scandinaves ont été très, très importants à ce moment-là. On avait aussi Paul Gauguin qui va être très important, mais un autre artiste, le fameux Jan Torup, hein, T2OROP. Alors lui, c'était un symboliste et il est devenu extrêmement populaire, évidemment, auprès des sécessionnistes de Berlin. Hein. Sans oublier l'œuvre de Vincent van Gogh qui va être présentée 11 ans seulement après sa mort à Berlin. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des sécessions qui sont ouvertes sur le monde étranger grâce à ses membres correspondants. Alors, on va voir le début de la sécession à Munich. Comment la chose s'est passée? Eh bien, il y avait à Munich la Münchener Künstler Genossenschaft, l'association des artistes munichois qui se voyait déléguée par l'académie, si vous voulez, l'organisation d'expositions. Et assez rapidement, ça n'a plus convenu, évidemment, aux jeunes gens. Et c'est comme ça que le 29 février 1892, on a une réunion conspiratrice. Des jeunes gens se réunissent avec le personnage que vous avez ici, Franz von Stuck, hein, qui est le personnage le plus important de la sécession munichoise. Et on décide d'organiser une structure qui sera beaucoup plus progressiste. Et c'est comme ça que ce que l'on appelle la sécession munichoise va être créée le 4 avril 1892. Là aussi, on a la volonté de qualité, de nouveauté, mais surtout de garder la place proéminente pour Munich au sein de cette confédération germanique qui était mis en place et de montrer que Munich était à la tête de l'art dans le monde germanique. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passait à Munich? Et je vous ai dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions économiques qui sont très importantes. Il ne faut pas oublier qu'à Munich, le marché de l'art était saturé. Ça, c'est une question financière qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, nous, Français, on est plutôt versés dans l'esthétisme. Les Allemands sont très pragmatiques. Comment fonctionne une cathédrale? Par où est-ce que l'on rentrait? Tout ça a été calculé pour déposer évidemment des aumônes sur des reliques, etc. Donc les Allemands très pragmatiques, ils se sont rendus compte qu'en étudiant le marché de l'art à Munich, eh bien, il était complètement saturé. Alors ici, ça va être un bâtiment que l'on va construire
tout spécialement, évidemment, pour la sécession de Munich. On va y revenir, mais auparavant, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle le Glaspalast, la maison de verre. Alors, vous voyez, il y a une photo qui vous montre à gauche comment on pouvait disposer d'espaces énormes. On y exposait des machines-outils, des machines agricoles et évidemment de grandes expositions en 1879, 1883. Et puis, les années passant, les expositions augmentent de rythme. Entre 1889 et 1891, on aura 3 expositions annuel à l'intérieur de ce palais de verre. Vous imaginez ce que ça pouvait être, hein, parce qu'il y avait un marché qui était saturé. Et c'est pour cela que les gens de la sécession se sont réunis. Et ils ont dit, nous ne voulons plus exposer dans ces conditions. Ce que nous voulons, c'est un petit espace, un bâtiment qui soit notre propre possession, que l'on puisse choisir notre date d'exposition. Évidemment, si on vous donne le palais de verre au moment des vacances ou au moment entre 2 expositions de machines-outils, c'est pas très intéressant. Donc ils vont, et ça c'est un trait commun à la sécession viennoise, munichoise et puis berlinoise, ils vont créer leur propre lieu d'exposition. Et vous allez tout de suite voir les différences. Hein. Bon, malheureusement, ce palais de verre, il a brûlé, ça peut paraître curieux, mais il a malheureusement brûlé. Maintenant, voilà comment avait lieu une exposition. Et regardez, c'est tout à fait extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que grâce au soutien évidemment de la presse locale, à Munich, on a pu rassembler de l'argent pour créer ce bâtiment d'exposition avec une rotonde centrale. Georg Hirt, hein, celui qui dirigeait ces journaux et l'hebdomadaire Jugend, il s'est porté garant et on a pu construire ce bâtiment. Alors, ce qui vous semble peut-être curieux, eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'œuvres d'art. Et ça, c'était nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des nouveautés parmi les artistes, évidemment, la façon de peindre, mais il y a surtout une nouveauté dans la présentation, hein, la présentation des œuvres d'art. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et ça, une constante également pour Munich, pour Berlin et pour Vienne. Hein. Toujours disposer d'un lieu propre. Et ce qui comptait, c'était la manière de présenter. Hein. Alors, on a des témoignages hein, qui sont tout à fait extraordinaires. Vous avez des gens qui sont tout à fait ébobis de voir autant de place. Vous comprenez bien que dans des conditions d'exposition comme celle-ci, on a les tableaux qui sont accessibles, on peut tomber sous le charme d'une toile, et puis si on ne tombe pas sous le charme d'une toile, on n'avait pas de photo, d'appareil photo, ou très peu. Hein. Et donc, l'honnête homme, comme on disait au XVIIIe siècle, c'était celui qui était capable de dessiner. Donc, on le sait, par des déclarations de visiteurs, on avait le temps de dessiner, de prendre des croquis, de revenir chez soi et d'échanger, évidemment, avec d'autres artistes ou avec des amis. Hein. Donc, vous imaginez que la manière de présenter était tout à fait extraordinaire. C'était un luxe. Et puis, voilà, encore Franz von Stuck, c'est un tableau que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Le Péché. C'est le tableau qui va rendre Franz von Stuck la tête de pont, si vous voulez, la figure centrale de cette sécession berlinoise. C'est cet art qui va le rendre, c'est lui qui va rendre cette sécession munichoise très célèbre, et vous voyez qu'il y a une attention très importante apportée au tableau, au cadre plus précisément, au tableau certes, mais au cadre. Alors j'ai cherché d'où ça venait, et j'ai trouvé qu'il y avait un historien de l'art, un dénommé Paul Scherbart, qui a fait tout un article sur le cadre. Alors le cadre, évidemment, vous comprenez bien que dans le palais de verre, on empilait les tableaux sur 3 ou 4 niveaux. Alors quand vous manipulez des toiles, je ne sais pas si vous avez manipulé une toile de grande dimension, eh bien c'est assez fragile. Donc on rigidifie la toile, son petit encadrement de bois sur laquelle la toile est couplée, en l'incluant dans un cadre. Et comme ça, on peut déplacer très facilement. Alors le cadre dénonce cet historien de l'art Scherbart, le cadre est devenu une sorte d'objet du consumérisme artistique. On faisait des cadres que l'on vendait en veux-tu, en voilà, si vous me permettez l'expression. Tous ces cadres étaient plus ou moins interchangeables. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le cadre fait partie de l'œuvre. Et vous en avez une illustration ici avec Fritz von Stuck, mais vous avez ici une meilleure, parce qu'il va, comme je vous l'ai dit, faire plusieurs représentations de ce péché. Vous voyez cette femme un peu type
type femme fatale, mais regardez ce qui pointe au-dessus de son sein droit, c'est une tête de serpent, vous voyez, qui est un peu bleue, hein. Donc ça va être le grand succès pour Fritz von Stuck, et l'influence sera très grande. Voilà ici toujours Fritz von Stuck avec Athéna Pallas, vous voyez, qui tient la déesse de la victoire Niké dans sa main droite, la lance qui est rouge, et vous avez le cadre qui sert à porter le nom du tableau, hein. Alors, dans cette exposition, dans ce bâtiment propre de la sécession de la sécession munichoise, on a exposé simplement 900 œuvres, alors que dans le grand palais de glace, le palais de verre, comme on dit, eh bien, on exposait jusqu'à 2500 œuvres. Alors, vous étiez complètement perdu, le regard, je pense, usé assez rapidement de voir 2500 tableaux comme ça, répartis sur 3 ou 4 niveaux, hein. Donc ici, c'était quelque chose de différent. Regardez, je vais souligner d'ici quelques minutes la filiation qu'il y a entre Klimt et le fameux Franz von Stuck, mais vous avez ici l'Athéna de Klimt. Alors, c'est un thème que Klimt reprend à Franz von Stuck, mais vous voyez que le cadre est tout à fait particulier. Il est en application de ce que disait Scherbart, qui était l'auteur, cet historien d'art, auteur de cet article consacré au cadre. Regardez, on a Pallas Athéna qui est marqué, et puis vous avez des petites volutes. Mais si vous regardez attentivement, les volutes, elles sont pas mises n'importe où. Les volutes, elles sont là pour reprendre les volutes qui sont formées par le gorgonéion, hein, cette dépouille avec la tête de Méduse. Et la tête de Méduse vous tire la langue, hein. C'est toujours une façon de dire, de mettre en garde, si vous voulez, contre les opposants de la sécession viennoise. Donc le cadre, il obtient un rôle particulier. Là, je n'ai pas résisté à vous montrer un cadre fait pour une toile de Gustav Klimt. Vous voyez l'influence du japonisme, ça s'appelle l'amour. Et puis, vous voyez les petites roses, le format japonais du kakemono, et le cadre concourt, si vous voulez, à l'œuvre qui est incluse à l'intérieur. Ça, c'est ma foi, évidemment, très, très important. Donc, pour la deuxième exposition, vous voyez, je vous ai mis les deux œuvres ici côte à côte. Pour la deuxième exposition de la sécession viennoise, de la sécession munichoise, nous avons eu 100 000 visiteurs au Palais de Verre, contre 50 000 à la sécession de Munich dans son nouveau petit pavillon, hein. Et ce sera une très grande réussite, si vous voulez, pour les deux organisations. Voilà, on a un poète et écrivain, Oskar Panizza, voilà ce qu'il dit. Il est rentré enthousiaste d'avoir vu cette exposition. Voilà ce qu'il nous dit. Mon Dieu, que c'était beau. L'entrée dans le hall de la sécession, je n'oublierai jamais cette impression. Ma première impression fut une jubilation intérieure et indomptable. Nous sommes rafraîchis et renforcés. Aucune trace de fatigue, pas de lassitude à la vue d'une multitude d'œuvres d'art. Nous avons vu peu de choses, mais ce peu était précieux. Donc, vous voyez, c'est la mise en valeur des tableaux qui est très, très importante, hein. Donc, je voulais revenir maintenant sur la communication, parce que la sécession va développer des marques, hein. Si je fais une petite marche arrière, je ne vais pas vous donner le tournis, mais on va revenir au bâtiment de la sécession. Regardez dans le coin supérieur droit. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, ce que vous voyez, vous l'aviez compris, c'est notre Athéna Pallas. Et on va la retrouver comme ça, à peu près de partout, tout ce qui est en rapport avec la sécession munichoise, hein. Donc, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui dérive de l'œuvre de von Stuck, et on a véritablement les sécessions qui vont se présenter comme une marque. Vous voyez ici, ce sont des œuvres de Stuck, c'est une affiche à droite, l'œuvre peinte est à gauche, et vous voyez très bien que l'affiche, elle va dériver de l'œuvre peinte, hein. Donc, on pouvait, après chaque exposition, se procurer pour un prix raisonnable des petites cartes postales, des affiches comme nous le ferions de nos jours, et tout ça était commercialisé. Ça allait très bien puisque Munich était déjà à l'époque une grande ville de l'impression, hein. Donc la notion de marque est très très importante à cette époque-là. Vous voyez, ça ne date pas que d'aujourd'hui. Donc avant de voir aussi continuer à avoir l'influence de Franz von Stuck sur les artistes contemporains, je dois vous dire qu'assez rapidement, à Munich, on a élargi le champ d'action. On aura la première exposition d'affiches en 1896 et la première exposition internationale de photographie artistique, 1896.
98. Et Munch, là, lui aussi, est très, très important pour l'art de la photo, comme vous pourrez le voir dans le nouveau musée qui est maintenant ouvert à Oslo. Hein. Donc, vous voyez, Munich est très, très progressiste. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Ici, vous voyez l'influence de Franz von Stuck sur Munch, tant sur la gravure que sur la peinture. Et puis, regardez ici, vous avez à gauche Gustav Klimt, la musique, une allégorie de la musique, avec cette femme qui tient sa lyre et son plectre. Et à droite, vous avez évidemment Franz von Stuck qui a représenté Orphée en train d'amadouer les animaux. Et vous voyez très bien qu'il y a une filiation qui est directe. On a même eu une féministe autrichienne, Rosa Mayreder, qui a parlé d'une imitation crapuleuse. Hein. Ben, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de copyright et aussi bien Klimt que Franz von Stuck s'estimaient énormément. Hein. Donc simplement pour vous montrer qu'il y aura des liaisons directes. Regardez en haut, deuxième version du péché, cette femme nue, allongée, vous voyez, avec un serpent qui s'entoure autour d'elle, ce petit regard narquois, et regardez ce que ça va donner dans une œuvre qui est maintenant dans une collection particulière, chez Klimt, les Wasserschlangen, les serpents d'eau, vous voyez très bien la filiation. Hein. Ça, c'est une œuvre qui a été, comment dirais-je, importante, aussi l'œuvre de von Stuck, pour la réalisation des fresques pour la frise Beethoven, hein, fresque que nous avons évidemment conservée maintenant, que l'on peut voir dans le pavillon de la Sécession à Vienne. C'est-à-dire que ces femmes, vous voyez, qui représentent les forces hostiles avec des serpents, elles sont impensables si nous n'avons pas évidemment les réalisations de Franz von Stuck. Hein. Donc, vous voyez, l'affiliation et l'importance de Munich, c'est pas simplement au niveau des structures, des statuts de l'association, c'est au niveau artistique. Hein. Alors, évidemment, petit à petit, ce qui doit se passer va arriver, c'est-à-dire que l'on va avoir petit à petit une sclérose, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de renouvellement. Par exemple, pour l'année 1900, on a 2 nouveaux artistes qui viennent. L'association est créée en 1892 et en 1900, on n'a que 2 artistes nouveaux. Donc, petit à petit, on a une sclérose. Alors, on a quand même des invités de marque. On aura Paul Klee qui va être invité. Et puis, évidemment, ici, je vous ai mis la représentation de Vassili Kandinsky, qui est au début de sa carrière, et on va les inviter. Mais voilà ce que dit un artiste tyrolien installé à Munich, Léo Puls. Si j'avais continué à exposer à la Sécession, un tableau sur 3 ou 4 aurait été accepté. Le plus petit, par manque de place chronique. Donc, vous voyez, visiblement, la Sécession est en train de se scléroser. Elle ne s'ouvre pas à 7, ou tout au moins c'est ce que pensent certains artistes. Alors certes, on a présenté des œuvres de Van Gogh, des œuvres de Munch, mais Vassili Kandinsky va être très très sévère. Hein. Il est le cofondateur en 1901 justement d'une école d'art et d'une communauté d'exposition. Communauté d'exposition, c'est ça qui est très important. Regardez ce qu'il écrit à propos de cette communauté d'exposition, et cette communauté d'exposition et école d'art, elle s'appelait Phalanx, et voilà ce qu'il écrit à propos de la Sécession en 1902. Après des débuts brillants et un succès relativement rapide auprès d'une partie du public qui connaissait l'art, les expositions commencèrent soudain à perdre de leur couleur. Dans les catalogues, on trouvait toujours les mêmes noms d'artistes locaux qui suscitaient un vif intérêt. Pourtant, on avait l'impression de voir toujours accrochés au mur les mêmes tableaux connus depuis longtemps, mais devenus, pour ainsi dire, plus pâles. Des œuvres qui, par suite d'une répétition littérale, avaient perdu l'éclat d'une idée nouvelle et dans lesquelles le tempérament avait été remplacé par la technique. À la même époque, la Sécession cessa d'inviter des artistes étrangers à exposer, bien qu'elle ait découvert en son temps les Écossais, les Russes et les Scandinaves. Peu à peu, s'accumulait ici un air exclusivement local de la Sécession, l'ère de la Nouvelle Académie. Donc, qu'est-ce que nous dit Kandinsky? C'est que cette sécession munichoise, elle s'est en quelque sorte embourgeoisée et elle commence à se scléroser comme c'était sclérosé auparavant la Münchener Künstlergenossenschafft qui organisait les expositions. Donc là, c'est très clair de la part de Kandinsky. Et puis, alors, nous avons un personnage que j'aime beaucoup, vous voyez, pour l'Art Nouveau, c'est Hermann Obrist,
on appelle cette œuvre le coup de fouet. Alors lui, il est très très sévère. Ce Hermann Obrist, il va dire que Franz von Stuck et que Fritz von Hude sont des graisses de la Renaissance. Je dis pas des grasses, je dis des graisses, des masses adipeuses, vous voyez. Donc ça va très très loin. Donc petit à petit, si vous voulez, on va assister à des sécession, au sein de la sécession munichoise. Je vous ai parlé déjà de Phalanx, mais il va y avoir la création de la Freie Vereinigung, l'association libre qui se détache, et comme ça, on va voir l'association libre des 14. Tous ces gens se détachent, si vous voulez, de cette sécession munichoise. Donc, la dynamique sécessionniste qui était apparue à Munich va se retrouver à l'intérieur même de cette sécession, et on va voir un éclatement. Mais ça, c'est la vie. Ce sera le cas, par exemple, avec la Freie Vereinigung. Il y aura la Neue Dachau, Dachau, cette ville artistique tristement célèbre maintenant. Il y aura le Luitpold de Gruppo, Scholle, Phalanx, que j'ai déjà cité, et je pourrais en passer d'autres jusqu'à la création en 1911 d'un groupe que vous connaissez bien qui s'appelle le Blaue Reiter. Donc vous voyez, on a au sein de toutes ces sécessions un moment où tout va se dissoudre pour mieux se recomposer. Et ce qui fait que les recompositions est toujours intéressante. Donc maintenant, il est temps pour moi d'avancer et d'essayer de passer, évidemment à la sécession viennoise. Ici, j'avais appelé ces deux artistes, Lovis Corinth, et puis un deuxième portrait de Lovis Corinth, un autoportrait, parce que lui a quitté très tôt la sécession munichoise puisqu'il ne se trouvait plus satisfait, et il est parti à Vienne. Alors à Vienne, vous avez ces trois grands artistes, Koloman Moser, Joseph Hoffmann, l'architecte, et puis sur la droite, Joseph Maria Olbrich, celui qui a fait le pavillon de la sécession. Donc ici, on a des structures comme on dit, sécessionnistes. Alors, on a des groupes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous allez voir que c'est amusant quand même, il faut les citer. Vous aviez le groupe Hagen, H2AGEN, et il y avait le club des Sept. Alors, le groupe Hagen n'allait pas chercher que Hagen soit un artiste, non, c'est un tenancier d'un bistrot. Tous ces jeunes gens, évidemment, n'étaient pas forcément très sérieux, se réunissaient dans un café. Ah, ben toi, tu fréquentes tel café. Ah, ben l'hôtel Zwillinger, alors tu fais partie du groupe Hagen. C'est comme ça qu'on a ces groupes pré-sécessionnistes. D'autres vont évidemment se regrouper dans le club des Sept. Et le club des Sept, c'est très très important. Vous voyez, le Zibner Club, parce qu'il commence à échanger, comme je vous l'ai dit, des cartes postales, et puis assez rapidement, ils vont publier des artistes pour une revue qui s'appelait Für die Jugend des Volkes, pour la jeunesse du peuple. Donc, c'était une revue où ils vont populariser des cartes postales. Alors ça, c'est très important parce que vous comprenez bien que lorsque la sécession va apparaître, eh bien, il va être indispensable de créer son lieu d'exposition, on l'a déjà vu, et évidemment, il va être indispensable également d'avoir la propre revue. Et cette revue, ce sera vers Sacrum, le printemps sacré. On va y revenir. Donc, la fondation de la sécession viennoise, c'est le 3 avril 1897. Alors ici, vous reconnaissez cette photo qui est tout à fait extraordinaire. Vous reconnaissez Koloman Moser et son petit chapeau et son regard perçant, et derrière, et narquois, et derrière, vous avez Klimt, alors évidemment, le grand Klimt qui est assis, puisqu'il est président de l'association, comme dans un trône, avec sa tunique bien particulière qu'il avait élaborée. On a eu une grande exposition à Berlin pour l'anniversaire le centenaire de la mort, le bicentenaire de la mort de Gustav Klimt, et on pouvait voir cette tunique. Donc, vous avez toute l'équipe de Klimt ici, qui est dans le pavillon de la sécession, un pavillon bien particulier où on pouvait moduler toutes les ouvertures. Et vous voyez, les ouvriers n'ont pas été exclus. Les ouvriers sont là, certes, ils ne portent pas le costume, mais ils participent de cet art
totale, parce que sans eux, on a beau leur proposer des cartons, s'ils ne sont pas là pour mettre les tesselles de la céramique ou d'appliquer les couleurs, eh bien, rien ne se fera. Hein. Donc, un art total tel qu'il était voulu, tel qu'il était pensé à Vienne. Hein. Alors voilà ce que va dire Hermann Baer, hein, qui est un critique littéraire, à propos de on va trouver cet article dans la revue Vers Sacrum, qui est très très importante. Voilà ce qu'il écrit. Notre art n'est pas un combat des artistes modernes contre ceux du passé, mais la promotion des arts contre les colporteurs qui se font passer pour des artistes et qui ont l'intérêt commercial de ne pas laisser l'art s'épanouir. Le choix entre le commerce et l'art est l'enjeu de notre sécession. Il ne s'agit pas d'un débat esthétique, mais d'une confrontation entre deux états spirituels différents. Hein, donc ça, c'est très, très important. Hein, l'argent est important, mais il ne faut pas laisser la place qu'à la question de l'esthétique. Hein. Il faut bien comprendre qu'il faut chasser ces sortes de colporteurs qui vendent à peu près tout et n'importe quoi. Alors cette sécession viennoise, au moment de sa formation, hein, eh bien, elle va compter une 50aine de membres. Je vous ai dit, les femmes en sont exclues. Hein. Je vous ai dit que l'on avait pris, souvenez-vous, le président d'honneur Rudolf von Alt, 85 ans, c'est celui que nous avons vu accueillir François-Joseph sur la photo précédente. Hein. Donc, qu'est-ce que voulait faire cette sécession viennoise? Il s'inspirait de Nietzsche, hein, c'est-à-dire qu'il prétendait renouveler la société. Ils étaient convaincus qu'en esthétisant le quotidien, ils pourraient finalement sauver le monde. Quel idéal noble, on ferait mieux de s'en inspirer de nos jours. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout un contexte philosophique qu'il faudrait évidemment évoquer plus longuement. Hein. Donc, il voulait... Alors, il y a une citation extraordinaire hein, où il disait « Wir wollen eine Kunst ohne Fremdendienerei » aber auch ohne Fremdenfurcht und ohne Fremdenhass. C'est-à-dire qu'il y a une répétition du mot sans xénophobie. Alors, c'était tout à fait extraordinaire parce qu'au moment de la création viennoise, nous sommes le 3 avril 1897, nous sommes dans une montée des nationalismes qui sera fatale d'ailleurs à la double monarchie austro-hongroise. Eh bien, nous avons des gens qui sont internationalistes, qui sont contre le racisme. Hein. Et voilà cette revue Vers Sacrum. Vous voyez, le printemps sacré. Regardez quelle très belle image. Vous retrouvez le trio dont je vous ai déjà parlé, je ne reviens pas, et puis vous voyez les racines qui défoncent les planches de ce pot, si vous voulez, de bois. Hein. Alors évidemment, on a ici plus une inspiration du style de l'art nouveau belgo-français, vous voyez, dans toutes ces affiches. Voilà ce qui nous est dit aussi dans cette revue Vers Sacrum, la distinction entre le grand art et l'art mineur, entre l'art pour les riches et l'art pour les pauvres devrait être abolie. L'art doit être considéré comme un bien commun. Donc là aussi, il y a une dimension évidemment esthétique, mais une dimension politique. Hein. Mais évidemment, c'est pas l'objet de notre petite intervention d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer ici, vous voyez l'affiche. Alors le dessin à gauche préparatoire et l'affiche. Je ne reviens pas sur Athéna, on l'a déjà évoqué, mais regardez bien, vous avez Thésée qui est en train de tuer le Minotaure. Mais vous voyez très bien la différence entre le dessin à gauche et l'œuvre finale. L'œuvre finale est plus boisée, si j'ose dire. C'est-à-dire que notre Gustav Klimt, il avait compris que la nudité héroïque, lui, il voyait toutes les céramiques grecques au Kunsthistorisches Museum, le musée des Beaux-Arts de Vienne. Il savait que chez les Grecs, la nudité pour les hommes était tout à fait normale. Mais vous comprenez bien que les affiches, elles ont choqué. On apercevait un peu l'entrejambe du monsieur. Quelle catastrophe! Donc la censure s'est exercée et il a fallu rajouter ces petits arbrisseaux un petit peu malingres pour dissimuler la nudité héroïque de Thésée. Je vous raconte toute l'histoire. Il faudra même réimprimer les affiches. Donc vous voyez, la réimpression d'affiches, ce n'est pas qu'une question contemporaine, ça existait déjà à l'époque. Hein. Donc je vous ai rappelé Franz von Stuck, vous voyez plusieurs des dessins
dessins, des affiches pour montrer l'influence du monde grec. Franz von Stuck, il connaissait l'Antiquité grecque et tout comme Klimt la connaissait. Ici, je vous ai mis Klimt qui a représenté Athéna dans le grand escalier du Kunsthistorisches Museum. Ici, vous voyez, décoration pour le grand escalier avec la représentation de la jeune fille de Tanagra et sa fameuse statuette de Tanagra. Et puis, à Vienne, on va vouloir évidemment créer un lieu d'exposition. Alors, je vous ai mis ici le dessin de Gustav Klimt et puis, finalement, le dessin de Joseph Maria Olbrich. Et vous voyez très bien qu'on retrouve ce dôme avec des feuilles de laurier. Alors le laurier, ça nous renvoie plutôt à Dionysos, alors que la façade ordonnée, stricte, nous renvoie à Apollon. Apollon, il ordonne, il lutte contre les antiphysies chez les Grecs, les forces destructrices qui sont dans la société. Dionysos est accompagné des Ménades et des satyres qui sont éminemment violentes. Mais l'ordre règne grâce à Apollon. Là aussi, il y a toute une symbolique très, très importante. Alors, la première exposition à Vienne, ce sera un succès extraordinaire de la sécession viennoise. 57 000 visiteurs. Sur les 500 œuvres d'art exposées, 218 vont être vendues. Et imaginez qu'on a eu des visites guidées, même à destination des groupes d'ouvriers. Toujours cette dimension politique. Mais à Vienne, malheureusement, comme je vous l'ai dit, les femmes étaient exclues de la sécession. Ici, toujours des affiches. J'avance un petit peu. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'on avait des architectes. C'est ce qui était la spécificité de Vienne, la Gesamtkunstwerk, l'œuvre totale artistique, mais également les architectes. Donc ici, vous avez Otto Wagner, qui était un urbaniste et pas simplement un architecte. C'est pas simplement l'auteur de la Caisse d'épargne de Vienne, mais vous avez ici un dessin pour l'Académie des Beaux-Arts et à droite une maquette. Donc dans le pavillon de la sécession, on exposait, si vous voulez, tous ces dessins, ces projets. Et voyez encore une fois comment se faisaient les expositions. Vous vous rendez bien compte qu'on est dans quelque chose qui est de la même tessiture que ce que nous avions à Munich. On expose clairement les œuvres calmement, si j'ose dire, et on a tout loisir de pouvoir les voir. Alors, la sécession à Vienne, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, j'ai déjà dit que les salles du pavillon de la sécession, vous pouvez aller le visiter avec intermède, nous y allons, eh bien, tout était modulable. Et ça, c'est extrêmement novateur. Et regardez ici, parce que la sécession à Vienne va devenir un phénomène de société. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cafés sécession. Alors, pour résumer la situation, même si au départ, le bâtiment de la sécession, je vais revenir un petit peu en arrière, le bâtiment de la sécession, on l'a accusé, on l'a qualifié de tombeau du Mahdi. On a dit que c'était un croisement entre une maison de verre et un haut fourneau. Donc les gens, les Viennois, ont la dent dure, mais finalement, la sécession va rencontrer un énorme succès. Et voilà Hermann Baer, qui est un journaliste, voilà ce qu'il dit. Sécession dans toutes les ruelles, à tous les coins de rue, sécession à voir, sécession à entendre et à sentir, à manger et à boire. On parle déjà de sauces sécessionnistes, de schnapps qui ont un goût sécessionniste. Tout doit être sécessionniste. D'un coup, c'est comme une grande ivresse. Donc, juste cette petite phrase pour vous dire que la réception de ces expositions a été quelque chose de tout à fait extraordinaire à Vienne. Alors, très rapidement, je ne peux pas vous présenter toutes les sécessions, mais vous voyez que l'on va présenter les meubles, ça c'est très extraordinaire. Et vous voyez que la sécession viennoise, elle n'a rien à voir avec nos meubles dans la tradition belgo-française de l'Art Nouveau. On a quelque chose de complètement différent. Alors là, on avait fait appel au collectionneur Adolf Fischer qui avait amené des objets d'art japonais. L'art japonais est très, très important. Et puis, dans le cadre de la 14e exposition, là, on a exposé le panneau de gauche. Ça, c'est ce que l'on appelle les panneaux pour l'université. Je n'ai que des photos en noir et blanc, puisque à la fin de la guerre, entre combats entre l'armée rouge et les nazis, on ne sait pas qui a mis le feu à un château où elles étaient engrangées, remisées. Toujours est-il que ces toiles ont brûlé. Mais elles sont très importantes parce que
que à la 14e exposition, on va présenter à gauche la philosophie, vous voyez, et ça va choquer. Un Klimt va choquer énormément. Vous voyez toutes ces femmes, ces hommes qui montent dans le ciel. Alors, c'était des toiles qui étaient marouflées, qui auraient dû être collées au plafond. C'était un tel scandale, et même quand on l'a présenté à la Sécession, lors de la 14e exposition, qui était consacrée à cette toile, ça a été un énorme scandale. Klimt, à partir de là, rend l'argent que lui avait donné le ministère de l'Éducation, récupère ses toiles. Et là, c'est un cap dans l'œuvre de Klimt. Klimt, désormais, va peindre les femmes de la grande bourgeoisie viennoise et va arrêter les commandes d'État. Alors, on va avancer. Vous voyez, un de ces dessins que nous verrons probablement à Vienne dans le cadre de cette exposition. Et ici, vous voyez, on avait fait une grande exposition pour Beethoven. Vous voyez, Max Klinger qui a fait la statue, vous la connaissez peut-être si vous êtes allé à Leipzig, au Gewandhaus, la maison d'opéra de Leipzig. Donc, Max Klinger qui a fait cette statue. Vous voyez la modulation des espaces, on pouvait ouvrir. Et qui est-ce qui était à la manœuvre pour l'ambiance sonore? Eh bien, c'était Gustav Mahler qui avait fait des pièces pianistiques de l'œuvre de Beethoven. Donc, un ensemble, vous voyez toujours cette notion d'art total. Alors, nous allons avoir des contentieux. J'y ai déjà fait allusion. Les stylistes qui défendaient cette œuvre globale avec l'art de la sculpture, de la peinture, les arts mineurs et l'architecture. Et puis ceux qui, du côté d'Engelhardt, eh bien, prétendaient qu'il fallait mettre de côté, dans un autre domaine, les arts mineurs. Ce qu'ils considéraient comme des arts mineurs, à savoir les arts décoratifs. Voilà une affreuse expression que les arts mineurs. Donc, vous voyez, on va avoir évidemment une sécession au sein de la sécession et Klimt va partir, comme vous le voyez ici, à la tête d'un groupe qui s'appelle le Kunstschau. Et vous voyez que vous avez ici un des protégés de Klimt, c'est Oskar Kokoschka, qui était avec Egon Schiele l'un de ses deux protégés. Et on est en train d'aller vers l'expressionnisme. C'est ça qui est intéressant. Alors, un bilan de cette sécession viennoise, 23 expositions, 6 années de publication de la revue Versacrum, qui étaient des petites expositions à elles seules, et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, on a un journaliste critique d'art qui s'exprime à propos de la disparition de la sécession, de sa fragmentation. Voilà ce qu'il dit. C'est une chose regrettable qui ne peut être regrettée. Les éléments se séparent et forment de nouveaux groupes. Nous sommes au seuil d'une nouvelle formation de la situation artistique viennoise. C'est que les talents sont là. Lorsque la sécession a été fondée, les gens étaient confrontés à une obscurité dans laquelle seuls quelques points lumineux pouvaient être distingués. Les innovateurs étaient des artistes débutants qui planifiaient les changements pour l'avenir. Aujourd'hui, ils sont en partie des créateurs reconnus, de véritables grands. On va vers eux, on ira vers eux, même si chacun se débrouille seul. Dans les deux camps, il y a de tels hommes forts. Donc, vous voyez, tout se désagrège, mais tout se recompose. C'est évidemment une conception philosophique très grecque, et on se félicite de voir disparaître la sécession, puisque par la suite va apparaître autre chose. Je termine avec ce portrait d'Émilie Flöge, parce que dans le musée, évidemment, sera présentée cette œuvre qui est très importante. C'est Émilie Flöge, une compagne bien particulière de Klimt. Je n'ai pas le temps de revenir sur cette relation compliquée, mais vous avez le grand portrait d'Émilie Flöge à la robe bleue, qui est donc la propriété des collections du musée de la ville de Vienne, où nous irons évidemment voir cette exposition. Mais il est temps pour moi de passer à la sécession berlinoise. Alors, la sécession berlinoise, je vous ai dit, le climat à Berlin était bien particulier. On a ce Kaiser qui est assez réactionnaire, qui a des idées sur l'art, même si elles ne sont pas partagées, bien peu importe. Je passe en force, et donc nous allons avoir à Berlin, si vous voulez, une académie de Prusse qui avait été fondée, vous imaginez, à l'époque du XVIIe siècle. Cette académie de Prusse, elle organisait une association des artistes berlinois. Il y avait parallèlement, excusez-moi, une association des artistes berlinois. Et
l'Académie de Prusse ne voulait pas s'accorder avec l'Association des artistes berlinois pour organiser des expositions. Je résume, il y a des conflits, puis finalement, on arrive à se mettre d'accord et les artistes de l'Association des artistes berlinois vont pouvoir participer à ce qu'on appelle les grandes expositions d'art de Berlin. Donc, ça n'est pas facile pour s'imposer. On y arrive et petit à petit, l'association des artistes berlinois vont se rendre compte qu'ils voulaient un jugement, un jury particulier, ils voulaient des salles particulières dans le cadre de la grande exposition d'art de Berlin. Cela va leur être refusé et puisqu'on nous refuse cela, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on quitte la structure et c'est comme ça que va naître, si vous voulez, cette association, cette sécession berlinoise. Hein. Alors cette sécession berlinoise, je dois dire qu'elle est créée le 10 janvier 1899. Alors je vous ai mis ici ce tableau qui est bon un peu inconnu pour nous. Hein. C'est un tableau de Walter Leitzikow qui sera un des moteurs de sécession berlinoise. Vous voyez, il représente un paysage. Alors, il y a toute une légende qui nous dit que c'est parce que ce tableau a été refusé que les artistes ont décidé de créer la sécession berlinoise. Hein. Et j'insiste bien, la sécession berlinoise, d'entrée, elle a pris pour unique nom le terme de sécession. Hein. Alors, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, ce Leitzikow s'est suicidé. Et l'un de ses amis, pour lui rendre hommage, si vous voulez, dans un ouvrage, a dit que c'est lui qui avait qui avait vu ce tableau refusé, rejeté, que c'est comme ça qu'on avait décidé de créer la sécession. En fouillant après la guerre, on n'a pas tellement bien fouillé les archives, on a repris le même processus et on fait apparaître cette sécession berlinoise en 1888. Mais évidemment, le fruit de cette exposition, des recherches, nous prouve que, en fait, simplement Lovis Corinth, qui était un ami de ce peintre, a voulu lui rendre hommage et dans un ouvrage en 1910, il a dit que c'est ce tableau qui avait été refusé. Et en fait, c'est une complète légende. Hein. Ça n'est pas du tout la réalité. Donc, vous voyez, cette exposition, elle a permis de resituer, c'est important, la création de la sécession berlinoise à 1899 et non pas à 1898. Ça, c'est un cas, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je ne reviens pas sur l'exposition le cas Munch, hein, cette exposition qui avait fait scandale. On avait parlé d'anarchistes qui avaient exposé, vous vous imaginez, bientôt des terroristes. Le mot n'est pas trop fort dans la bouche de certains déjà à cette époque. Donc, il y avait eu le scandale Munch. Et donc, on crée cette sécession berlinoise. Alors, vous voyez très bien que l'on crée, c'est toujours le même système, sauf qu'ici, on crée une société par action hein, pour financer une SARL, comme nous dirions en français, une Aktiengesellschaft en allemand, et l'on crée ce bâtiment. Et vous voyez que l'exposition, elle est tout à fait similaire à ce que nous avions dans les autres sécessions. Ce qui change, ce qui est révolutionnaire, c'est la manière d'exposer. Hein. Et puis, je vous remets cette affiche, vous voyez, avec l'ours. Je ne m'étends pas longtemps, mais j'aime bien les ours et puis j'aime bien la dame avec sa palette. Donc, je vous la rappelle. Mais voyez qu'il y aura, tout comme à Vienne, des affiches qui vont être créées pour chacune des expositions. Alors, ce qui est commun, c'est qu'on aura un lieu d'exposition, mais à Berlin, nous n'aurons pas, et ça c'est un petit peu dommage, nous n'aurons pas une publication, si vous voulez, qui soit attitrée. Ce que l'on va avoir, vous voyez, c'est cette revue qui s'appelle Kunst und Künstler, c'est-à-dire art et artiste, qui va se faire l'écho, si vous voulez, de toutes les expositions de la sécession. Mais ça n'est pas une émanation de cette sécession berlinoise. Hein. J'insiste bien sur le rôle des femmes. Les femmes vont être très très importantes. Hein. Ici, vous avez Käthe Kollwitz, qui à l'époque de la RDA, il y a quelques années, quand j'allais en République démocratique allemande, elle était encensée. Maintenant, elle est un petit peu passée de mode. Mais regardez cette femme, Käthe Kollwitz, qui va être admise en tant que femme dans cette sécession berlinoise et qui va même arriver à la direction. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, on admet les femmes, en revanche,
aucune admission d'architecte. Vous voyez, c'est une différence avec Vienne. Hein. Et puis, cette sécession berlinoise, les belles années, c'est 1899, 1913, 26 expositions hein, qui vont être très importantes. On expose Van Gogh, on expose La frise de la vie d'Édouard Munch, on expose Cézanne. Et puis là-bas, on va créer quelque chose qui est très important, ce sont les expositions en noir et blanc. C'est-à-dire qu'à Berlin, on va exposer, si vous voulez, l'art graphique, les dessins, les gravures. Et ça, c'est très, très important. C'est cette nouveauté, si vous voulez, qui apparaît à Berlin. Et puis, évidemment, on a le même phénomène que dans toutes les autres villes. Il va y avoir des dissensions. Alors, les dissensions à Berlin, je les résume, mais il y a déjà des gens qui sont partis très tôt. Hein. Déjà, tout est fondé, je vous l'ai dit, en 1899. Eh bien, dès 1902, il y a des artistes qui partent, qui ne sont pas d'accord, 16 qui partent. Mais après, le noyau de la discorde, ce sera, si vous voulez, l'expressionnisme allemand, qui était né, premier mouvement à Dresde, hein, vers 1905, et ces Dresdois sont venus à Berlin. Et à Berlin, eh bien, la sécession va les refuser. Alors, Emil Nolde, hein, ce grand peintre expressionniste allemand qui était allé à Dresde, qui avait participé à ce qu'on appelle le mouvement Die Brücke, eh bien, il rentre en conflit. Voilà ce qu'il dit à propos de Max Liebermann, qui était à la tête de cette sécession berlinoise. Cet homme si intelligent se conduit comme d'autres hommes intelligents avant lui. Il ne connaît pas ses limites, son œuvre s'effrite et s'effondre. Il essaye de la sauver, devient nerveux et emphatique. Donc, vous voyez, une critique très, très sévère. Donc, alors, petit à petit, on va avoir des groupes qui vont se former. Il y aura la Neue Sécession, il y aura la Freie Sécession. Et j'ai mis cette illustration d'une revue satirique où vous avez toute cette sécession berlinoise qui est en train de se scinder. Bon, la sécession berlinoise, elle va quand même durer jusqu'à la fin, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Après toutes ces crises de l'année 1910, de l'année 1913, elle va subsister. Il y aura d'autres groupes, comme vous les voyez marqués sur les palettes. Et puis en 1934, le NSDAP, le parti nazi, juge que ces artistes sont des Israélites, des Juifs et des marxistes. Et on supprime tout ça. Donc maintenant, je voulais terminer cette présentation avec quelques toiles. Il y a 200 œuvres qui vont être présentées, donc ce sera impossible pour moi de toutes vous les montrer, mais je voudrais quand même vous montrer ce qui est novateur et dans quelle direction sont allées ces sécessions. Toutes ces sécessions confondues. Hein. Là, je remélange toutes les œuvres ensemble. Hein. Donc ici, eh bien, les protagonistes, c'est von Stuck avec l'Athéna à gauche. En haut à droite, c'est évidemment Gustav Klimt. Et en bas, évidemment, c'est Heine qui était cet auteur de l'affiche. Alors, ce sont des gens qui étaient extrêmement connus. Vous imaginez bien que Franz von Stuck et Klimt, lorsqu'ils arrivent respectivement à la tête des sécessions, ce sont déjà des gens qui sont déjà reconnus. Alors, les thèmes, quels sont-ils pour terminer? Eh bien, on a des thèmes nouveaux qui vont aborder. Hein. Par exemple, on va avoir les regards sur la vie privée. Ici, vous avez Léo von Koenig, c'est à la table du petit déjeuner. Hein. Donc, on est dans la sphère familiale. Vous avez ici, vous voyez, on est peut-être à la maison de campagne parce que par la fenêtre, on voit un parc. Donc, on s'intéresse à la sphère privée et c'est Eugène Spiro, vous voyez, qui est très influencé peut-être par, très probablement par l'impressionnisme, hein, qui représente cette femme en train de lire et on représente les gens en train de vaquer à leurs occupations de tous les jours. Hein. Et puis, on aime représenter, vous voyez, les sœurs Houry, les femmes en train d'écrire. Et regardez ici, c'est Karl Moll. Hein. Alors, Karl Moll, c'est un des membres actifs de la sécession viennoise, c'est merveilleux. Regardez le siège sur lequel est assis la dame. Alors évidemment, le tableau doit s'appeler mère et enfant, peu importe, mais regardez la chaise. Vous vous rendez bien compte qu'à Vienne, on a eu la création des Wiener Werkstätte, des ateliers viennois qui prétendaient fournir, si vous voulez, un artisanat qui allait aller du mobilier à la vaisselle,
Bruxelles, aux cafetières. Si vous allez à Vienne, vous pourrez aller visiter le musée des arts décoratifs. Vous verrez que c'était cet art global qui a marqué, si vous voulez, Vienne. Alors, Karl Moll, que vous connaissez, ça a été le beau-père d'une certaine Alma Mahler. Et regardez Karl Moll ici, donc son épouse a son secrétaire, donc toujours à l'intérieur. Et ici, Karl Moll, vous voyez, à droite, c'était sa maison. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez la décoration en bleu avec les petits carreaux. Tout ça, c'est une vision globale. C'est le Gesamtkunstwerk dont il s'agit ici. On avait les architectes qui avaient travaillé. Joseph Hoffmann, entre autres, avait créé tout un quartier de maisons où ont pu s'exprimer les artisans, les artistes. Alors, est-ce qu'il est encore nécessaire de séparer les deux? Je ne pense pas. Artisans et artistes avaient décoré intégralement les maisons. Et à gauche, un thème qui était nouveau, qui pouvait paraître grossier, les ouvriers, quelle honte de montrer évidemment des ouvriers, mais ça fait partie de la thématique nouvelle. Hein. Alors ici à Berlin, Lovis Corinth, il représente un pianiste, Konrad Amsorg. Alors au moins un pianiste, on aurait plutôt eu tendance à vouloir le représenter devant son piano. Il n'en est rien ici, on va simplement le mettre dans un jardin parce que ce qui nous intéressait, c'était l'influence de l'impressionnisme ici. Tout particulièrement à Berlin. Regardez les petites traits de lumière qui traversent les frondaisons des arbres et qui touchent le sol. Hein. Et puis, on a des grands portraitistes. Alors, ici, le portrait moderne. Vous avez Max Kurzweil. Le tableau sera présent. C'est sans doute la plus belle réussite de Max Kurzweil. C'est un homme de goût qui était marié avec une artiste française, avec une femme française qu'il avait trouvée du côté de la Bretagne. Et regardez cette femme magnifique dans son... j'ai un petit problème. Cette femme magnifique dans cette robe jaune. Hein. Donc, il était avec Klimt considéré comme le maître du portrait féminin moderne. Vous voyez les contrastes entre les jaunes et les verts superbes. Hein. Ici, Gustav Klimt, vous voyez Dame au coin du feu. Et regardez une aquarelle, je crois, ou un pastel de Max Kurzweil. Vous voyez comment les deux artistes sont proches l'un de l'autre à Vienne. Et là, on est peut-être dans quelque chose qui est la volonté de représenter une atmosphère d'âme. Vous voyez, cette femme qui s'est un petit peu retirée. Vous avez d'autres artistes comme Ernestine Schulze à Hambourg qui, elle, a pour but de représenter sans doute un autoportrait, mais représenter une femme fragile, vous voyez, avec ces fleurs qui ne vont pas manquer de se faner. Et puis ici, vous avez la représentation, évidemment, de la belle société. Vous voyez que la peinture d'histoire est complètement évacuée. La peinture de genre est complètement évacuée. Et c'est ça qui est nouveau. Pas de peinture d'histoire, mais des femmes qui sont en train de se lever. Vous voyez, le tableau à gauche s'appelle tableau en blanc et noir. C'est tout. C'est pas un autre terme. Et ça ouvre vers l'avenir. Les scènes de rue, vous voyez, Maximilian Lenz, alors lui, il nous fait des scènes de rue. Vous voyez le cadrage en haut comme en bas, les robes de la dame, la robe est coupée. Donc, c'est l'influence de l'impressionnisme. Il va peindre avec des petites touches de couleurs qui vont scintiller. Donc, c'est l'influence de l'impressionnisme. Et puis, ce tableau, moi, dont je me lasse jamais, Engelhardt, parce que la dame est fort belle, mais regardez les couleurs, le traitement de la lumière, c'est tout à fait remarquable. Et puis, il y a tous ces gens qui vont représenter la rue. Pourquoi ? Parce que nous avons pour ce début du siècle, cette fin du 19e et début du 20e siècle, l'éclairage urbain. Ça nous paraît, somme toute, banal, mais vous voyez que ici, les sœurs Uri, ils nous représentent les gens dans la rue, mais ils les représentent vus du haut, comme s'il s'extrayait de la foule pour nous présenter les personnages en contrebas. C'est un thème qui va être repris par Max Lichting, mais vous voyez, Max Lichting, lui, il s'inclut, si vous voulez, dans cette foule. Hein. Donc ça, c'est des thèmes complètement nouveaux. Un autre thème nouveau, c'est le travail et la vie quotidienne. Alors ici, c'était des thèmes qui étaient complètement indignes. Hein. Alors ici, vous avez Thomas Theodor Heine, celui qui a fait l'affiche avec l'ours, et ça s'appelle la sablière. Vous voyez, les gens qui vont extraire le sable pour la construction. N'oublions pas qu'à Berlin, la vie était dure pour les ouvriers. Il y avait évidemment
évidemment ce qu'on appelait les casernones, ces maisons où étaient logés les ouvriers, il n'y avait comme cour intérieure qu'un petit espace qui devait laisser passer des camions de pompiers en cas d'incendie. Regardez un thème qui pouvait être tout à fait rébarbatif. Ici, vous avez Kuhl qui représente un hospice à Lübeck. Quand vous irez à Lübeck en ma compagnie, je vous montrerai cet hospice donc pour les gens malades, les gens faibles, qui est devenu avec les temps passants un hospice pour les anciens et qui va fonctionner ainsi jusqu'en 1970. Ce que vous avez derrière, les petites maisons jaunes, c'est la taille d'un petit container et chaque retraité, ici évidemment c'était des gens de la marine, puisque Lübeck était une ville hanséatique très importante, se retirait le soir venu dans sa petite maison. Donc c'était des thèmes bien particuliers. Regardez Joseph Engelhardt, alors lui nous représente une scène, si vous voulez, de campagne, mais il nous la représente, si vous voulez, avec derrière l'industrie qui est en train de changer ce monde viennois, ce monde, excusez-moi, viennois. Je vous rappelle que le tableau s'appelle Erdberger Maïs, c'est un quartier de Vienne. Hein. Nous verrons ce tableau. Et puis vous avez des gens qui s'intéressent au monde ouvrier, vous voyez, Hans Baluschek, les ouvrières et les ouvriers qui vont au petit matin prendre le travail. Et puis Käthe Kollwitz, alors là c'est une ouvrière, vous voyez, portrait en buste d'une ouvrière au foulard bleu. Käthe Kollwitz qui était arrivée à la direction de la sécession berlinoise, regardez cette maestria dans la représentation des volumes. Hein. Et puis regardez, alors ça, Helena Lutsch-Markowski, ça c'est tout à fait extraordinaire comme thématique. Si vous lisez l'allemand, ça s'appelle Der Katzenfresser. Le mot fressen en allemand, ça veut dire manger, mais c'est un mot réservé pour les animaux. Les êtres humains vont manger, c'est le verbe essen. Et pourtant, ici, vous avez l'homme qui mange les chats. Et on emploie le terme réservé aux animaux. Pourquoi ? Parce que manger un chat, c'est d'une incongruité et d'un scandale rare, déjà à cette époque. Mais cette femme, elle va nous montrer la réalité, la dureté de la vie, puisque des gens en sont réduits, vous voyez, dans ces teints beige, marron, de manger les chats. Et puis, la nature est importante. Alors ici, je reviens avec Maria Slavona qui habitait Montmartre et elle nous représente non pas tellement les maisons que le petit jardin qu'elle voit depuis sa fenêtre. Alors Max Lichting, vous verrez cette toile magnifique qui nous était complètement inconnue. Là, c'est la rencontre, toujours la rencontre avec la nature. On a vu le petit jardin. Max Lichting ici, il est en train de nous représenter évidemment la jeune fille en train non pas de se baigner mais de faire trempette et regarder les reflets dans l'eau. C'est quelque chose d'une très grande maîtrise, d'influence évidemment de l'impressionnisme français. Alors l'impressionnisme français, vous voyez Max Slevogt ici, il n'y a rien à dire, ça se passe de commentaires, sauf que tout ça est dessiné chez un collectionneur, un protecteur de Max Slevogt, pas très loin de Berlin. Et regardez ici, encore une fois, une Max Huth. Vous voyez, l'influence impressionniste est très forte à Berlin. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous apercevez à travers ces quelques images. Dora Hitz, alors elle fait des toiles très importantes, très larges, très importantes. Vous voyez, 1,60 m par 2,32 m et elle représente des scènes à la campagne. Ça s'appelle la cueillette des cerises, mais vous voyez que c'est une cueillette des cerises qui est très diverse. On voit des femmes âgées qui s'occupent des petits-enfants, alors qu'un couple est en train de s'entretenir aimablement dans la partie gauche. Hein. Et puis, encore, vous voyez ici, un paysage, mais ça s'appelle la nuit au village. Vous voyez qu'on a le reflet du village, peut-être un reflet de l'état d'âme du peintre. Et regardez Max Kurzweil, celui qui avait fait la dame à la robe jaune. Vous voyez ici qu'il a remis son épouse sur les bords de la Veine. Hein, on est à Pont-Aven. Et vous voyez que la toilette, le chapeau de la dame est en train de se confondre avec les herbes qu'il y a autour. Hein. Et donc, pour terminer, je rappelle les trois personnages clés. Hein, si vous souhaitez préparer un petit peu ce voyage,
voyage à Berlin, travailler un petit peu sur ces trois artistes, Max Liebermann à droite, Gustav Klimt et Franz von Stuck à gauche, qui ont été vraiment les chefs de file de ces trois mouvements sécessionnistes. Et donc, eux, ils étaient déjà connus, mais on aura des peintres qui sont maintenant représentés dans tous les grands musées allemands, Lovis Corinth et Max Slevogt, qui vont accéder, si vous voulez, à la célébrité par leur engagement dans les sécessions. Regardez aussi tous ces portraits de femmes qui fièrement, si vous voulez, vont se montrer en tant qu'artistes. Et regardez ici un très très beau tableau de Kreiner qui se représente lui en artiste bohème à l'intérieur de son atelier. Et on a les célébrités, Bruno Cassirer, qui était l'éditeur et galeriste, donc c'était à Berlin, donc il a contribué. On a ici Lovis Corinth et la représentation d'un journaliste, Rosenhaugen. Donc on verra tous ces gens qui ont participé à la réputation des sécessions. Munch, qui représente ici Harry Graf Kessler. Harry Graf Kessler, il a œuvré pour la création d'une structure supranationale qui sera l'association des peintres allemands. Et pour terminer, je reviens à ce tableau de Lovis Corinth, Salomé II, et je terminerai pour expliquer ces sécessions en vous disant que les sécessions ont déclenché un principe de recommencement permanent. C'est-à-dire qu'on a un principe de scission, comme vous l'avez vu, et puis après, un deuxième principe de scission à nouveau. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une germination qui fera que ces mouvements des sécessions vont toujours se briser pour mieux renaître en d'autres mouvements. Et c'est cette fécondité qu'il était intéressant, à mon avis, de vous faire comprendre à travers cette rapide évocation des sécessions de Munich, de Vienne et de Berlin. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais obligé de parler très très vite, je suis désolé, mais je pense vous avoir donné une idée de ce que vous verrez à Vienne et puis de l'ampleur des toiles qui nous sont pour nous complètement inconnu. Donc, je vous invite à la découverte, comme toujours, avec Internet. J'ai le temps, si vous souhaitez me poser des petites questions, si je peux y répondre, ce sera avec un grand plaisir. Donc, venez à Vienne, vous aurez quelque chose de nouveau. C'est rafraîchissant, si vous voulez. En même temps, c'est une exposition sérieuse, comme je vous l'ai dit, mais c'est extraordinairement rafraîchissant de voir cette dynamique des sécessions. Alors, évidemment, quand vous entendrez le mot sécession, vous saurez maintenant que ça ne concerne pas simplement Vienne, mais que ça concerne évidemment Munich et Berlin. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vois qu'ici, en région parisienne, il y a un petit peu de soleil. Alors, pour celles et ceux qui sont à Paris, allez en profiter, allez boire une bonne tasse de café ou de chocolat, comme notre bonne bourgeoisie berlinoise, si joliment représentée. Profitez du soleil, profitez de la vie, profitez de l'art. Merci.